Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Dans les Afters de la Transformation, cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité emblématique du monde entrepreneurial. François Barraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes, en d'autres choses, président de l'IDAT, le think tank, l'Institut d'études et de recherche de l'audiovisuel et des télécoms. Vous avez un parcours ainsi qu'une carrière impressionnante. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, j'aime pas du tout ce mot carrière parce que ça fait référence à des schémas et moi, malheureusement ou heureusement, j'ai jamais suivi tellement de schémas. Donc moi, j'ai toujours été dans la technologie. J'ai découvert la technologie en 77. En fait, j'ai eu mon bac, j'avais 16 ans, comme ça vous savez mon âge, dans de très bonnes conditions. Et au lieu d'avoir une moto comme la plupart de mes amis, comme j'étais passionné de musique, j'ai une sorte de boîte noire qui me permettait de créer des sons, des formes d'ondes. Et c'est comme ça que j'ai découvert la technologie. Donc après, j'ai fait des études d'ingénieur où le gouvernement a lancé une sorte de programme pour 4 personnes pour la robotique et l'intelligence artificielle. Donc, j'ai eu la chance d'être choisi. Donc, j'ai fait un robot. J'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle en 82-83. Et après, je me suis lancé dans la technologie, d'abord dans la conception assistée par ordinateur. Après, j'ai créé des sociétés. Alors, la première société qu'on a créée avec des amis, c'est dans le Minitel. À l'époque, vous vouliez faire votre CV, malheureusement, il n'y avait ni imprimante, ni PC. Donc, on n'a pas commencé dans un garage, mais dans un placard de 3 mètres carrés. C'est encore plus drôle. En rentrant des champs sur le Minitel, 48 heures après, vous aviez un CV. La société s'est développée. Puis j'ai créé d'autres sociétés après, de réseaux intelligents. C'est-à-dire, vous allez d'un point A à un point B, la route est bouchée. C'est une sorte de bison futé digital. Après, on a lancé les premières cartes prépayées. J'ai lancé une autre société qui, elle, faisait l'autorisation des cartes de crédit. Donc, on a créé cette société avec Bernard Bourigeaud, qui était le président d'Axim à l'époque, qui s'appelait Astria. Et on faisait à peu près 50% des transactions de magasins, c'est-à-dire quand vous payez, 80% des retraits d'Abgam. Donc, chaque fois que j'allais aux Galeries Lafayette, où je voyais des gens retirer de l'argent, je faisais gling-gling parce qu'on touchait de l'argent. Après, ma société a été rachetée en 98 par une petite société de la Silicon Valley qui s'appelait Ascend Communication. Donc j'ai vendu ma société à une société à Boston. Je suis parti à Boston. Cette société a été rachetée dans la Silicon Valley par Ascend Communication, qui était une petite société qui faisait tous les matériels d'accès à Internet. Quand Internet a commencé, on se connectait, ça faisait une sorte de bruit, ça crissait, l'ISDN. Et nous, je pense qu'on a vendu 50 à 60%. Donc moi, j'ai parcouru le monde pendant 2 ans pour installer. J'ai créé le premier réseau en Arabie Saoudite, en Chine. Enfin, c'était une expérience formidable. Et cette petite société a été rachetée 26 milliards de dollars par Lucent Technologies. Petite société. Oui, petite, qui faisait un petit chiffre, beaucoup de pertes. Les pertes étaient beaucoup plus grosses que le chiffre. Et puis, c'est une transaction qui a surpris le marché. Donc, on était 4. Mes 3 collègues sont partis à la plage. Et puis, comme moi, je suis un ingénieur, je suis toujours curieux. Et Lucent était une boîte formidable, surtout avec les Bell Labs. Je suis resté. Je suis devenu patron Europe, international et patron du mobile. Et d'ailleurs, c'était une transition assez amusante parce qu'on avait des bureaux fabuleux dans la Silicon Valley. On était au bord de la mer. On venait en short, en claquette. Il n'y avait pas d'horaire. Tout était gratuit. On prenait de voiture, on la lavait. On faisait le plein, il y avait les médecins qui venaient. Et je suis parti donc dans le New Jersey. Et là, j'ai mis un costume. J'avais un garde du corps, un jet, 10 personnes qui s'occupaient de moi. Et je me dis, tiens, c'est marrant comme job. Finalement, on ne fait plus rien. On finit par faire plus rien. Donc, c'était une transition en 24 heures qui était assez amusante. Après, j'ai arrêté de travailler pendant 2 ans et demi. Puis, j'ai fait plein de choses. Et puis à un moment donné, je jouais aussi mal au golf que je travaillais, donc j'ai décidé de retravailler. Et je suis rentré comme président de British Telecom International, qui avait 250 investissements dans 136 pays. Il y avait des golfs, des hôtels, enfin plein de choses. Donc j'ai rationalisé le portfolio et après j'ai eu un mandat pour créer le numéro 1 mondial des services. Donc après 32 acquisitions et l'ouverture de 60 bureaux, on faisait 17 milliards. On était présent dans 176 pays et on était le numéro 1 mondial. Donc là, c'était une aventure formidable. En octobre 2008, je suis tombé très malade. Donc je suis sorti du circuit complètement. Et quand je suis revenu aux affaires, 6 mois après, j'ai décidé de partitionner ma vie en deux. Une vie de business, via des investissements
des fonds, des boards, etc. Et une vie où je donne à peu près 60% de mon temps. Donc je préside l'IDAT, qui est l'Institut du digital et de l'audiovisuel et télécom en Europe. J'enseigne, je travaille dans des think tanks, et puis je m'occupe d'aider aussi les gens. Donc j'ai une 60-40, 40 de business, 60 où je donne mon temps, et j'habite entre Bruxelles, ma base, Londres, Paris et La Baule. Donc vous êtes un homme aux multiples facettes, toi, entrepreneur, aussi spécialiste du numérique. Quels sont d'après vous les nouveaux usages de l'information, plus précisément du numérique ? Vous vous souvenez de ce film « On vit une époque formidable ». On est en plein dedans. En fait, il y a deux choses concomitantes. C'est une accélération des lois de Moore. Les lois de Moore ont doublé tous les 18 mois la puissance de l'informatique. C'était plutôt IBM d'ailleurs qui faisait ça pour cadencer la sortie de ses ordinateurs. Et là, quand on regarde le triptyque technologique, à savoir le hard, c'est les sensors, les caméras, l'edge computing, le cloud, les chips quantiques qui vont arriver, eh bien on est sur des ratios de 10 000 à 1 million dans les 10 prochaines années. Donc ça va exploser. La deuxième chose, avec tout ce qui est télécommunication, donc pour reprendre les termes de Steve Jobs, il y a une évolution qui est la 5G qui arrive, et une révolution qui arrive dans 2-3 ans, avec les fréquences millimétriques qui, outre la vitesse, vont diminuer les temps de latence par 100. Le temps de latence, c'est le temps de réflexe. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une explosion de logiciels. C'est plus uniquement la gestion, mais c'est les data analytics. Regardez ce qu'a fait Content Square, ou ce que font des sociétés comme BCG Gamma ou Equimetrix, qui sont des sociétés, en tout cas équimétriques françaises, qui rendent cohérents et pertinents toutes les données qu'on va recevoir. Dans une maison, en ce moment, il y a peut-être 10 objets connectés. On peut dire que dans 3-4 ans, il y en aura 500 ou 1000. Donc il y aura une création instantanée, y compris de l'électronique embarquée sur nous. Et ça va créer une foison de données qu'il va falloir rendre pertinente. Donc, accélération. Mais qu'est-ce que nous avons vécu tous ensemble ? Un changement dramatique de vie. On est passé d'une vie 100, c'est-à-dire une vie de routine, on va au bureau, à une vie 0, c'est-à-dire on est chez soi et puis on attend que ça se passe. Et ça a créé pour certains un traumatisme, mais surtout pour moi, accélérer le cercle vertueux de l'innovation. Le cercle vertueux de l'innovation, c'est que la technologie change les usages changent les business models, qui eux-mêmes changent les vecteurs d'investissement et accélèrent donc la création technologique. Deux exemples qui sont simples. La technologie nous a permis de travailler à la maison avec Zoom, Teams, pour ne pas les nommer. Donc, on n'aurait pas pu le faire il y a 2 ans, et là, on est passé à un mode extrêmement... et des grandes sociétés comme Accenture, par exemple, du jour au lendemain, il y a 500 000 personnes qui ont travaillé de chez eux, et la société a continué à prospérer. Donc, l'usage, c'est quoi ? C'est la manière dont on travaille, on vit, on achète, on se détend, on se rencontre, peu importe, et les usages changent. Mais ça, c'est dû à une course infernale à la numérisation en Europe et dans le monde. Ça en est les raisons, pour vous ? Disons que la technologie, avant... Nous étions au service de la technologie, et maintenant le 2.0, c'est on réorganise le monde autour de l'homme grâce à la technologie. Donc maintenant, le consommateur a le choix. Vous savez, quand vous gérez des consommateurs par un système, en gros, vous allez prédire ce qu'ils vont acheter, c'est formidable. Et quand vous donnez le pouvoir aux consommateurs d'acheter, de choisir, de travailler ou pas travailler, c'est quand même un problème. Et ça, les élites souveraines, notamment dans le domaine du numérique, l'ont bien compris. Et c'est vrai que le monde d'après, tel qu'on l'appelle, c'est-à-dire peut-être l'année prochaine, parce qu'on va mettre un certain temps, on ne sait pas comment on va être fait. On a analysé de manière taylorienne le travail. Pourquoi on va au bureau ? Aller au bureau, par exemple, pour faire ses mails et ses coups de fil, ça n'a aucun intérêt. Aller au bureau pour être dans une réunion à 15 et regarder des slides au tableau, sans se regarder, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. En revanche, aller au bureau, se toucher, rigoler, jouer au baby-foot, échanger de cerveau droit à cerveau droit, ça c'est important, ça crée du lien. Brainstormer avec ses équipes, Enfants libres, brainstormer, rire. Les usages, aujourd'hui, changent les business models. Beaucoup de chefs d'entreprise, dont je fais partie d'ailleurs, ont renoncé à avoir des bureaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut aménager le travail, il faut créer des nouveaux modes de reconnaissance, de rémunération. Il n'y a plus de machine à café, il n'y a plus de gossip. Il y a un problème syndical aussi pour fédérer. Il y a aussi tout un ensemble de services collatéraux, la cantine par exemple, les magasins, le restaurant,
les salles de sport à côté. Donc le paysage aujourd'hui est en train les nouveaux business models vont apparaître, et donc les vecteurs d'investissement. Et ce cercle vertueux qui a toujours tourné est en train de tourner de plus en plus vite. On va revenir un petit peu à la 5G. Vous êtes l'un des meilleurs avocats de la 5G. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'évolution que ça représente technologiquement ? Alors, il y a 2 étapes dans la 5G. Il y a la première étape, il y a d'ailleurs allocation de fréquences entre 3,5 GHz et 3,71 GHz. Donc la 5G, c'est une 4G qui est plus puissante en termes de débit, mais avec un spectre plus petit. En gros, plus on monte dans les fréquences, plus on a du débit, on a de la vitesse. En revanche, dès qu'on s'éloigne, on perd. D'ailleurs, à la maison, si vous avez un modem moderne, vous avez 2 fréquences, 2,4 GHz ou 5 GHz. 5 GHz quand vous voulez vraiment faire du jeu, par exemple, et 2,4 quand c'est plus faible. Donc, il y a eu des tas d'inquiétudes. Et d'où elles viennent, ces inquiétudes, justement, par elles ne sont pas justifiées, parce qu'on vit avec ces fréquences depuis 10 ans. Donc, vous savez, il y a toute une frange de la population, j'appelle ça les imposteurs du net, les non-sachants, qui ont compris qu'en créant des états anxiogènes, la guerre froide, l'IA, le cloud, la 5G, ils avaient une audience médiatique, mais ils font du tort à la société plus qu'ils ne la servent. De la fake news du numérique. Oui, c'est ça, c'est la recherche de la contradiction. Il y a eu des moratoires. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'être invité par les maires adjoints des arrondissements à Paris pour parler de tout ça. Et il y avait tout un certain nombre d'élus qui voulaient pousser un moratoire. Et puis à un moment, je leur ai dit, vous savez, en septembre 2021 ou l'année prochaine, les étrangers vont revenir. Et si vous avez un Chinois, un Arabe, un Américain ou un Coréen qui arrive et qui passe de 5G à 3G ou 4G, on va rigoler de nous. On va être le tiers-monde digital. Donc ça, je pense que parmi tous les arguments, ça a été un des arguments qui a fait titre. Alors, ça, c'est l'évolution. Ça ne va pas changer notre vie. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez voir un film en 4K, 5 points sur votre tablette, un débit de 30-40 mégas suffit. La 4G aujourd'hui peut fournir jusqu'à 300-400 mégas. Donc on va peut-être monter à 1 giga, mais globalement, à part les geeks, à part les joueurs, à part la réalité virtuelle ou les traders qui ont besoin de répondre. Un flux constant et ultra rapide. Voilà. En revanche, ce qui va vraiment changer, c'est ce qu'on appelle les fréquences millimétriques, c'est 24-26 GHz, qui, elles, vont augmenter ce débit, mais surtout un temps de latence. Le temps de latence, c'est le starter au 100 mètres. Si le coureur part avant 10 centièmes ou 17 centièmes, on estime qu'il a fait un faux départ, parce que c'est le temps de réaction entre j'entends le coup de fusil, ça arrive dans mon oreille et c'est transmis à mes muscles. C'est le réflexe humain. Donc là, la latence, grâce à la 5G, va être divisée par 100. Donc on va être beaucoup plus performant que la machine. Alors ça ne va pas changer notre vie, mais pour le B2B, le business to business, par exemple les opérations à distance, le fait on a une attaque nucléaire, on a un problème dans une gare où vous avez par exemple une centrale hydroélectrique qui a des pannes, on va pouvoir compiler des millions de données, les transmettre quasiment instantanément, les traiter et trouver des solutions de mitigation du risque. Donc là, ça va être vraiment une révolution. On va parler un petit peu des véhicules autonomes. Quels sont les challenges liés aux véhicules autonomes aujourd'hui ? Alors, il y a un grand rêve. Je me souviens quand on était enfant, on voyait ces films de science-fiction. Vous voyez, hier, je suis venu de Bruxelles en Tesla. Je fais un peu de pub pour la marque. J'ai cette Tesla depuis mars 2015. Hier, j'ai fait 304 km en voiture et j'ai fait 240 km en autonome. C'est-à-dire, je mets en pilote automatique, je touche un peu le volant pour dire attention, je ne dors pas. Malheureusement, avant qu'on ait une voiture totalement autonome, ça prendra beaucoup de temps. Comment ça marche une voiture autonome ? C'est très simple. En fait, on va prendre un exemple que j'ai pris souvent. Vous roulez, tout d'un coup, vous voyez un éléphant rose qui traverse la route. Donc dans la voiture, il y a des capteurs, il y a des caméras. La caméra de la Tesla, par exemple, qui a de l'IA, de l'intelligence augmentée et non artificielle, sait reconnaître un piéton, un cycliste, un camion, etc. La caméra, en revanche, ne sait pas reconnaître un triporteur
ou une voiture ancienne ou un tank, ou un tracteur par exemple. Donc le capteur va aller dans l'edge computing, c'est-à-dire l'ordinateur de la voiture, et va chercher. Bon, il va le trouver. En revanche, l'éléphant rose, il ne le connaît pas. Donc, il va envoyer la photo thermique de l'éléphant rose dans le cloud via la 5G. Et là, vous allez imaginer, il y a 200 personnes autour d'une table. Il y a le spécialiste de l'éléphant rose, il y a le spécialiste du stress chez l'éléphant, il y a l'assureur, il y a le juge. Enfin, il y a toutes les populations qui vont faire tourner l'information, qui va dire qu'est-ce qu'on fait. Eh bien, l'éléphant rose a l'air calme, il fait beau, il n'y a personne derrière, donc on attend qu'il passe. Ou alors ils foncent, on réagit. Donc, en quelques milliardièmes de secondes, ils réfléchissent, ils reviennent via la 5G dans la voiture et ils donnent un ordre. Via la 5G, justement, est-ce que ça apporte vraiment des opportunités dans les voitures autonomes aujourd'hui ? Oui, parce que si la 5G se coupe, vous aurez dans votre base de données, vous n'aurez pas les éléphants roses, ni les tracteurs, ni quoi que ce soit. Vous n'aurez que des situations qui ont été programmées. Donc la 5G permet un accès immédiat au cloud. Donc on ne peut pas avoir des véhicules autonomes sans la 5G, sauf si c'est du linéaire, je vais de A à B, comme font les navettes automatiques, et là finalement vous n'en avez pas besoin. Vous êtes un hyperactif, donc toujours à la recherche de nouvelles technologies à mettre en avant. Quelles vont être les nouvelles avancées dans le secteur de la technologie dans les 10 prochaines années d'après vous ? Question difficile. Ça va intéresser les investisseurs en plus. En fait, quand on regarde ce triptyque dans le hard, on va avoir des appareils de plus en plus puissants, avec beaucoup de mémoire, beaucoup d'intelligence locale. On va avoir des ordinateurs avec les chips quantiques qui vont être 1000-2000 fois plus puissants. On a un accès infini au cloud, donc cette machine est en route. Alors, en plus de la 5G, en plus des logiciels, donc les secteurs aujourd'hui qui vont progresser, c'est l'e-santé. L'e-santé aujourd'hui va nous permettre... Mais ça démarre déjà, ça c'est pas dans 10 ans, c'est demain l'e-santé. Alors, l'e-santé a déjà... Enfin, l'e-santé, c'est beaucoup de choses. Alors, moi, il y a un paradoxe qui m'étonne toujours, c'est quand on prend sa voiture, on vérifie que finalement, il y a de l'essence, la batterie est pleine, les pneus. Bon, quand on prend l'avion, eh bien, le pilote vérifie tout. Nous, on part le matin, on n'a aucun tableau de bord. Et on a des signaux faibles de maladie, on a mal à la tête, on est enrhumé, on est fatigué, j'ai mal au dos, j'ai pas le moral, etc. Et après, on a un processus réactif. Un des gros progrès de l'e-santé, ce qui a commencé avec les montres intelligentes qui analysent votre sommeil, etc., va pouvoir, à moyen terme, avoir des petites puces qui seront à l'intérieur. C'est le choix de chacun après. Vous allez faire sauter en l'air plusieurs personnes un peu... Non, mais le bonheur, c'est si je veux. C'est comme au Club Med. Il y a des gens qui sont... Il y a des autistes digitaux, il y a des geeks. Moi, je respecte les choix de tout le monde. Chacun fait comme il veut. En revanche, ça donnera un certain nombre d'informations. Par exemple, si vous avez une montre connectée, on va détecter si vous avez des fréquences cardiaques qui sont linéaires ou pas. On peut détecter l'apnée du sommeil. On peut détecter des tas de choses. Il y a des miroirs intelligents, ce qu'a fait Thomas Serval à Barracuda, qui voit vos cernes, vos grains de peau, un tapis intelligent qui voit que vous n'êtes pas à 50-50 sur vos pieds, mais à 60-40, que vous inclinez plus sur l'orteil droit et moins sur l'orteil gauche. Donc vous avez déjà des outils qui vous permettent de... Donc ça, c'est un premier point. Dans la santé, après, c'est le 2.0, c'est-à-dire la réorganisation du système autour de l'individu. On a encore des cas où il y a 4 fichiers patients dans 4 hôpitaux qui ne sont pas partagés. Donc ça, il y a du progrès à faire. Mais c'est dingue le retard d'ailleurs qu'on a pris à ce niveau-là dans la santé, dans les hôpitaux. C'est un exemple qui est quand même assez flagrant. Alors, il y a après plein de raisons. Il y a le secret médical, il y a je garde mes patients parce que c'est mon fonds de commerce. Je pense que le corps médical, le serment d'Hippocrate est assez clair, veulent le bien de leurs patients, mais l'infrastructure telle qu'elle est aujourd'hui ne permet pas encore forcément d'avoir tout ça, mais je suis assez confiant sur l'avenir. Après, les deuxières révolutions, ça va être tout l'entertainment, l'arrivée de Netflix, l'explosion de la télé non linéaire, c'est-à-dire je vois ce que je veux quand je veux, dans le format que je veux. Donc c'est vraiment la liberté. Je crois aussi beaucoup que plus on est sur le digital, on s'envoie des textos, des WhatsApp, des Snapchat, toutes les apps, plus on va avoir besoin de se retrouver. Moi, je crois beaucoup dans toutes les plateformes qui vont créer une expérience synchronisée et géolocalisée. Alors, en termes de tous les jours, c'est les matchs de foot, les concerts, les boîtes, les bars,
tout ce qui va faire qu'on se retrouve ensemble, on est en contact cerveau droit, on se lâche, etc. Après, on revient dans sa tanière, dans son monde digital, et on continue. Et plus vous augmentez votre temps sur le net, les chiffres que j'ai vus par exemple sur Facebook des ados et des pré-ados est très alarmant, on part de 4 à 7 heures par jour, plus derrière, ces personnes vont avoir un besoin de se retrouver, etc. Donc le business du leisure business, j'y crois beaucoup, mais déplacé. Après, tout le business du retail, on l'a vu pendant le confinement, qu'est-ce qui a marché finalement? C'est le commerce de proximité, le Carrefour Shop, le petit arabe du coin, toujours sympa, souriant, qui est à SNCF, là, des nuls, ouvert de 7h à 23h, qui avait tout. Ce qui marche aujourd'hui, c'est tout ce qui est expérience, la Samaritaine qui rouvre, l'Apple Store, dans les énormes malls. Mais comme il y a de nouveaux usages qui ont émergé, ce qu'on appelle les gros doigts. Les gros doigts, c'est un mot vulgaire qui catégorise les gens qui sont pas rompus au digital. Ils n'ont pas d'iPhone ou de smartphone, ou ils n'ont pas de... Et là, ils ont découvert, grâce au confinement, qu'on pouvait se détendre, acheter, etc. Donc, il y a plein de nouveaux entrants sur le marché qui n'existaient pas il y a 1 an. Donc, si j'ai besoin d'un tube de mayonnaise, je descends. Si j'ai envie d'aller me détendre, vivre une expérience, je vais me balader, ce qu'ont pris Steve Jobs en ouvrant les Apple Store. En revanche, si je ne suis pas pressé d'avoir quelque chose et j'ai envie d'être chez moi, j'appuie sur un clic et je me fais livrer. Donc, typiquement, toute la chaîne d'approvisionnement, le last mile va se transformer. En fait, le changement, et c'est ça une grande nouveauté, va être accéléré par le consommateur qui s'est affranchi des systèmes et qui découvre la liberté. Parce qu'avec son smartphone, on peut tout faire. Et le danger pour les encadreurs de système, c'est de laisser des jouets dans les mains d'enfants dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Souvenez-vous, on n'a pas de retour. Les premiers SMS ont été faits au Japon par un système qui s'appelait iMode, et iMode était un système de 911. Je suis en détresse. Bon. Les ados japonais qui sont assez autistes socialement, ont découvert ce système pour s'envoyer des SMS. Donc ils étaient adotables, ils s'envoyaient des SMS pendant des heures sans se parler. Donc le SMS est né comme ça. Personne n'aurait imaginé finalement qu'en mettant cet outil dans les mains d'ados ou de japonais, que le SMS, ça devient maintenant le média. Alors WhatsApp, il y a tous les... Mais devient l'échange avec son propre langage, ses codes, ses temps de réponse, ses likes, ses pas likes, ses photos, il y a un business extraordinaire qui s'est développé là-dedans. Merci beaucoup François Barraud pour cet échange constructif. Je rappelle que vous êtes entre autres choses le président de l'IDAT. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Ça fait un plaisir, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous pour un nouvel épisode à la semaine prochaine. Au revoir. Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.